Mieux. La petite appli, elle est démarrée en local, hein, c'est quelque chose de ce type-là, c'est très basique, quelques microservices. Et du coup, ce qu'on va vouloir faire là, c'est rajouter un nouveau microservice sur cette appli qui va faire des recommandations, par exemple. On ne va pas le coder, on va juste faire le squelette et voir un petit peu tout ce qu'on a à faire dans le cycle de vie de ce projet. Première étape, le bootstrap. Quelqu'un arrive sur le projet, il va devoir préparer son environnement, cloner, là on a vu qu'il y en a 4-5, mais des fois il peut y en avoir 20-30. On n'a pas forcément besoin de cloner tous les dépôts d'un coup, mais ça peut être intéressant, notamment pour celui qui gère la build ou quelque chose comme ça, de pouvoir très facilement cloner plein de repos, committer sur plusieurs repos d'un coup, etc. Donc pour ça, on a cherché un outil qui va nous permettre de scripter des trucs récurrents sur les repos Git, notamment en créer, parce que du coup, on avait pas mal de problématiques. Souvent, quand on les crée à la main, une fois, on va oublier de mettre les bonnes protected branches. Une fois, la branche par défaut n'était pas la bonne. Dès qu'on fait à la main, grosso modo, on va avoir une disparité et on se trompe. Donc, on a essayé d'optimiser ça avec un outil qui nous permet de préparer un environnement de travail quand on arrive sur le projet, de manipuler plein de repos, genre savoir quel est le statut quand on a commité ou juste modifier des fichiers dans 3-4, on ne sait plus trop dans quel repo on doit encore commiter, lesquels sont clean. Donc on avait besoin de ça, et scripter des tâches récurrentes, ajouter des nouveaux users ou ajouter des nouveaux repos. Donc pour ça, on a fait quelque chose de très basique. C'est un script en bash. Ça permet de s'exécuter sur n'importe quelle machine. Dès que quelqu'un arrive, il n'a pas besoin de dépendance particulière, mais que ce soit un projet en Node, en Java ou en autre, ce petit outil va fonctionner. Donc je vais faire une petite démo rapide.
L'idée, c'est que je vais me prendre un workspace vide et je vais essayer de cloner quelques dépôts de notre projet. Donc là, j'ai un workspace, il est vide. Je vais lancer la commande. Le raccourci de cette commande, c'est mbx, comme microbox. Et là, la première fois, il va me demander d'initialiser mon workspace de travail. Je vais lui dire que là, je sais que c'est du GitLab. Je vais lui donner l'URL. Je vais lui donner mon token pour qu'il puisse s'y connecter, sinon on aurait pu faire avec des user passwords. Et là, il va regarder les groupes qu'il y a, parce que généralement, on découpe nos projets microservices en plusieurs groupes. Là, j'en ai fait pour exemple 2. Un groupe commun où il y a des librairies, qui s'appelle Equino, et un autre qui s'appelle TV Show pour mon appli. Donc là, je vais lui dire que dans ce workspace-là, je vais mettre les deux. Comme ça, je vais pouvoir travailler sur les deux groupes. Donc il me dit, est-ce que je veux rajouter un deuxième? Je vais lui dire, ouais, je vais rajouter aussi le deuxième. Et là, je vais lui dire, non, j'ai plus d'autres groupes à ajouter. Là, mon workspace, il est prêt. Je peux le manipuler. Pour l'instant, il n'y a toujours rien dans mon dossier. Il est juste initialisé. Si on regarde dans les commandes disponibles, là, c'est un petit subset des commandes disponibles. Je vais pouvoir cloner des dépôts, faire la liste de ceux qui sont sur le repo distant, pouvoir rajouter des nouveaux repos, des nouveaux groupes ou des users, par exemple. Donc là, si je fais un glist, il va me donner la liste de tous les dépôts qui sont sur les deux groupes GitLab. On va lui demander de faire des clones. Donc, ce que je vais lui dire, c'est que j'aimerais bien cloner les librairies, par exemple. Donc là, il y a une recherche par regex. Il va me cloner les deux librairies. Et puis, je vais aussi cloner un microservice. Pour l'instant, c'est le premier. Je veux juste, par exemple, celui des acteurs. Ça sera suffisant. J'ai juste à bosser là-dessus. Donc là, il m'a bien cloné que celui-là. Si je refais j'ai un list, je vais avoir la liste de ceux qui sont en local sur ma machine. Si je fais un GST, je vais pouvoir voir est-ce que j'ai changé des fichiers, est-ce qu'il y a des fichiers à commiter, est-ce que j'en ai commité que je n'ai pas push, par exemple. Voilà, je peux manipuler un peu tout ça. Donc si on regarde dans mon workspace, je l'ai ouvert ici, voilà, on voit bien qu'il m'a cloné les 3 dépôts. La deuxième étape, là, ce qu'on a dit, c'est qu'il avait on avait récupéré des microservices existants. L'idée de l'asset press, ça va être d'en créer un nouveau, de l'ajouter et de le pousser jusqu'en prod. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser la commande qui va me permettre de rajouter un nouveau dépôt dans GitLab. Je fais un GAD, il va me dire dans quel groupe je veux l'ajouter. Je vais lui dire dans le groupe TV Show. Je vais lui donner un nom. Je vais garder la convention des autres. Je vais dire que je veux créer un projet de recommandation. À ce moment-là, on va aller vite. Je vais lui donner une description. Il va me demander dans quel type de visibilité je veux. Pour la démo, on va faire public. Ça évite une gestion de droit. Le projet, il est créé sur GitLab. On peut y retourner. On va bien voir que dans mes projets, il y a un nouveau GitLab qui respecte les bonnes conventions, les bonnes protected branches, etc. qu'on a définies sur le projet. Il va me demander si je veux le cloner. Je vais faire ouais, parce que je vais travailler avec après. Je vais mettre oui. Il me dit qu'il l'a cloné. Pour l'instant, il a l'air vide, c'est normal, on n'a pas fait de code. On voit bien qu'il est apparu dans mon workspace. Pour l'instant, il est vide. Depuis qu'on a initié cet outil, ce qui était en 2015 à peu près, il y a quelques alternatives qui existent. Tous les outils seront un peu sous cette format-là. Je vous montrerai pourquoi nous on a choisi ça, qu'est-ce qu'on a fait, et aussi des alternatives possibles. Il y a un outil qui est vraiment très bien, qui s'appelle GWS, qui permet pas de créer des dépôts, etc., mais permet de gérer sur votre machine. Quand dans un dossier, vous avez plein de dépôts, vous pouvez faire plein de commandes multiples sur ces dépôts-là. Donc celui-là, il est très pratique. Il y a d'autres approches, telles celle utilisée par Netflix, qui utilisent des bots. Par exemple, il parle à Slack pour lui dire « crée-moi un nouveau dépôt, rajoute-moi cette personne dans le dépôt-là grâce à des bots ». Il est open source, celui-là, il s'appelle UpCommander. On peut l'installer sur son Slack, par exemple. Et du coup, c'est en
en dialoguant avec Slack qu'on va pouvoir réaliser les opérations que je viens de faire, par exemple. C'est intéressant. Et après, on peut bien sûr se faire quelque chose de custo si on en a besoin. Ça marche toujours assez bien avec des scripts en Go, en Groovy, n'importe quoi. Le deuxième point, ça va être maintenant de préparer le projet dans les bonnes normes pour que ça respecte la convention qu'on a définie sur les projets. Donc, il y a déjà pas mal de choses qui nous ont aidés, notamment Spring Boot, à monter des projets de zéro pour avoir quelque chose de clean. Là, ce qu'on veut, c'est un niveau un petit peu supérieur, c'est que le projet il soit vraiment qui respecte la convention qu'on a définie pour les autres microservices. Donc on voulait que ça aille vite, pouvoir créer facilement là, en quelques secondes, un nouveau microservice qui respecte les bonnes pratiques et qui soit à peu près uniforme avec les autres. Rien ne nous empêchera de créer d'autres types de microservices qui divergent, mais quand on a besoin de quelque chose d'assez uniforme, ça c'est pratique. Donc pour ça, ce qu'on a utilisé, c'est Spring Initializer. Cet outil-là, c'est l'outil qui est derrière la page start.spring.io quand on crée un projet Spring Boot. Ben en fait, ce projet-là, il est sur GitHub. On peut le cloner, on peut l'installer sur son environnement et on peut même facilement le customiser. Donc c'est ce qu'on a fait. On a utilisé cet outil. Et j'en ai une version du coup aussi sur ma machine. On va voir à quoi ça ressemble. Donc on retrouve à peu près la même chose. On a juste customisé un peu le thème. On a customisé aussi, on lui a ajouté une notion de type. Du coup, là, on va dire, ce que je veux créer, c'est soit une librairie, soit une fonction lambda pour Amazon, soit un service. Donc là, aujourd'hui, on va créer un service. On avait préparé qu'on allait faire le service recommendation. Donc voilà, ça c'est une première chose intéressante sur la custo. Et ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on va pouvoir customiser. Vous connaissez tous la liste des starters disponibles. Et ben en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir mettre la nôtre. Je vous ai montré tout à l'heure dans le projet, dans le groupe Equino, on avait créé des petites libs de logging, etc. Ben là, on va pouvoir les ajouter dans cet outil et du coup permettre très facilement d'ajouter nos propres librairies à l'initializer. Donc là, par exemple, on va dire qu'on va utiliser la librairie logs, la librairie actuator qu'on a tous besoin. Et pour la démo, c'est des microservices, donc je vais mettre Eureka pour qu'il s'enregistre. Donc là, quand je vais générer le projet, il va prendre mes dépendances, mais il va aussi prendre le template. On va le voir, on a fait quelques customisations. Nous, par exemple, on utilise deux dossiers, un dossier de test et un dossier IT pour les tests d'intégration. Tout ça, on l'a customisé dans l'outil et notre projet a vraiment les conventions qu'on a prévues. Donc une fois qu'il est généré, je vais pouvoir aller sur mon projet. Donc, je vais pouvoir quitter ma ligne de commande. On va voir que je l'ai bien là. Et je vais l'unzip. OK. Voilà. Donc là, par défaut, nous, ce projet-là, il est en Gradle. On voit qu'il nous a mis un README avec quelques petits trucs. Là, c'est notre convention. Voilà, on avait mis quelques infos qui ne sont pas dans la génération de base sur start.spring.io. On voit par exemple qu'on a un dossier IT avec dedans un test d'intégration, voilà, qui est très simple, mais voilà, qui n'est pas standard non plus. On le verra un petit peu plus tard sur la partie intégration continue. On y a aussi mis nos propres infos et aussi quelques éléments, par exemple, dans le Gradle Properties qui sont custo, que tous les projets qu'on va générer grâce à ça auront. Alors bien sûr, il y a aussi des alternatives. Si on est sur Maven, des arctop, ça donne à peu près le même résultat. Avec des outils de type Lazybone et Yeoman, on peut l'avoir aussi même dans d'autres projets que Maven. Ça permet de générer un petit peu tous les types de projets qu'on veut. Si on avait plutôt des projets Node, avec Yeoman, on pourrait le faire pour avoir à peu près la même chose. Et puis après, il y a des trucs de un peu plus haut niveau que je pense que vous connaissez aussi, type Gipster, qui vont encore plus loin dans la génération d'un modèle de projet prêt à l'emploi.
Maintenant, on a notre projet, on a notre code source. On va voir comment il se build. Donc là, dans cet exemple-là et dans nos projets, on utilise Gradle pour faire le build. Et très rapidement, on s'est retrouvé confronté au problème de maintenance de ces builds. On avait 30 microservices, ils ont tous des builds qui commencent à s'allonger au fur et à mesure qu'on rajoute de la coverage avec Sonar, qu'on rajoute des conventions, notamment là par exemple le dossier intégration test. Les fichiers build commençaient à grossir et à maintenir ça sur 30 ou 40 projets, c'était hyper compliqué. Donc pour ça, ce qu'on a utilisé, c'est qu'on a utilisé la puissance des plugins Gradle pour créer nos propres plugins et du coup avoir quelque chose qui est uniforme sur tous nos projets. On peut juste regarder un petit peu à quoi va ressembler ce projet-là, par exemple. En termes de complexité, on voit qu'on a créé tous les plugins qui nous sont nécessaires et qui vont donner la convention pour faire déployer par exemple l'artefact sur Nexus, c'est la partie repository, pour faire toute la partie qualité avec SonarCube, CheckStyle, toute la partie pour builder des images Docker, la partie pour notre pipeline de déploiement, on le verra un petit peu plus tard. Et du coup, dans notre build Gradle, il n'y a plus aucune complexité. On a juste à maintenir ça et à tenir ces versions à jour. Ça nous donne des choses qui sont extrêmement simples et qui nous permettent surtout d'être testés. On peut juste regarder très rapidement à quoi ressemble, par exemple, un plugin. Celui-là, c'est celui qui nous fait du déploiement. C'est quelque chose de très simple. On a créé un petit plugin, on lui dit qu'il y a une tâche qui s'appellera deploy, et après on l'implémente sous forme d'une classe là, écrite en Groovy, dans laquelle on va mettre notre portion de code. On peut faire des tests unitaires, des tests d'intégration, et comme ça on a quelque chose de reproductible. On a beaucoup moins peur de toucher à la partie build parce qu'on sait qu'on l'a testé. Alors, il y a des alternatives. Netflix fournit ce qu'ils appellent Nebula. C'est un peu ce qui nous a inspiré. C'est une collection de plein d'outils, de plein de plugins Gradle qui permettent de faire vraiment beaucoup de choses et qui structurent leur build chez eux. Donc, c'est un bon exemple là-dessus. On peut soit les réutiliser tels quels, soit suivre ce modèle-là et adapter à nos besoins. Après, on peut aller sur des choses qui sont encore un peu plus haut niveau, de type Dropwizard ou Lagom, qui sont plus des plateformes complètes microservices qui nous apportent une structure sur le code et sur la partie build et intégration. Mais ça, ces deux points-là, ils vont beaucoup plus loin que uniquement la partie build. Maintenant, on a notre code, il est prêt. On va pouvoir le pusher sur GitLab. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Okay. On va aller vite. Okay. Et quelque chose qu'on fait très régulièrement, en tout cas chez nous, c'est qu'on cherche dans le code, mais on ne cherche pas de manière unitaire dans un repo, ce que GitLab fait très bien, par exemple. Ce qu'on voudrait, c'est savoir la classe acteur, dans quel microservice elle est utilisée, et du coup, on aura besoin de faire une recherche globale. Et ce qu'on aime bien aussi, c'est pouvoir faire une recherche globale sans avoir besoin de cloner en local tous les repos, parce que ce n'est pas forcément le but sur les microservices, de tout avoir en local. Donc pour ça, on a utilisé un petit outil qui vient de Etsy, qui s'appelle Hound, qui est un outil en ligne qu'on va voir tout de suite, qui est grosso modo un grep, qui est ultra rapide et qui lui permet, il va indexer tous les repos et il va nous permettre de faire une recherche instantanée. On peut chercher Rocom, par exemple, c'est le microservice qu'on vient d'ajouter. Donc là, on va retrouver que ce service-là, mais si on recherche peut-être Actor, donc là, on va retrouver des résultats dans le microservice des acteurs. Je suppose qu'on va retrouver dans celui des séries télé, etc.
Si on clique, on va pouvoir directement tomber sur GitLab et voir le détail, pouvoir lire l'historique du commit, etc. Ça, c'est un outil qui est super pratique parce qu'il indexe super vite. Les recherches sont instantanées. On l'a fait avec des très très gros repos et la recherche est tout aussi instantanée. Donc c'est vraiment super pratique. Il y a pas mal d'alternatives qui existent pour ça. Historiquement, on utilise aussi OpenGrok qui fonctionne assez bien, mais dont l'interface est assez ancienne. Donc c'est un peu old school. Il y en a de JetBrains qui est aussi vraiment sympa, qui s'appelle UpSource, qui donne quelque chose de très proche de l'IDE IntelliJ, mais en ligne, et qui permet de faire des recherches, de l'exploration, etc. Il y en a aussi en ligne, en SaaS, genre Insight, qui marche assez bien. Donc ça, c'est vraiment très pratique quand on fait de l'exploration dans du code microservice. Une autre problématique qu'on a assez régulièrement quand on travaille sur les microservices, c'est gérer les versions des dépendances. On a plein de microservices, savoir par exemple le plugin tel qu'on l'a vu tout à l'heure, Gradle Deploy qu'on a mis en place, est-ce qu'il est bien à jour sur toutes les versions ou de temps en temps c'est à l'inverse, on veut faire des fixes sur une librairie, on voudra bien savoir tous les projets qui utilisent cette version de cette librairie. Pour ça on n'a rien trouvé de vraiment très pratique. Ce qu'on voulait aussi, c'est pouvoir comparer avec Maven Central si on commençait à être très loin de certaines versions. Donc pour ça, on a développé, pour les besoins des projets, un petit outil en Scala, en Play, qui nous permet de faire ça. Donc cet outil, il représente comme ça. Il va aller cloner et puis indexer tous les projets pareil grâce au groupe GitLab. Il va automatiquement les synchroniser et il va nous donner un pourcentage, on va dire, de complétion de conformité, on va dire, avec les versions dispo sur Maven Central. Donc il y en a qui sont très à jour, on vient de le faire. J'avais choisi la dernière version de Spring Boot, tout va bien. Et il y en a que j'ai fait il y a quelques semaines, on voit déjà qu'ils commencent à avoir un coefficient moins bon. Si on choisit un projet, on va pouvoir voir du coup toutes ses dépendances et puis où il en est, sa version courante, la version sur le projet, donc sur tous les microservices de ce projet, et la version qui est dispo sur Maven Central. Donc là, on voit qu'il est à jour, on voit que Spring Boot, sur le projet, il y a déjà du 1.5.8 et celui-là, il est que en 5.7. Et puis, on peut faire du coup l'exercice inverse, par exemple. Je vais prendre Spring Boot. Si je prends Spring Boot, on va voir qu'il n'y en a qu'un qui est à jour et qui est avec la version, et les autres sont à 1.5.7. Pour ça, il n'y a pas énormément d'alternatives. Il y a quelques plugins pour Maven ou pour Gradle qui permettent de comparer avec Maven Central est-ce qu'il y a des mises à jour possibles ou pas. On a notre projet, il est prêt, il est sur GitLab. L'étape avant le déploiement, c'est l'intégration continue. Pour ça, je vais passer assez rapidement parce qu'on n'a rien d'extraordinaire sur ce point-là. Je vais juste relister nos besoins, c'est qu'ils soient bien intégrés avec GitLab. Dès que je commit, que le build se déclenche, que toutes les branches que je push soient automatiquement buildées, que je puisse avoir du retour, par exemple, de Sonar directement dans mes merge requests GitLab, etc. Et surtout, qu'ils se configurent tout seul, que je pousse un projet, automatiquement, que j'ai rien d'autre à faire pour que le projet se build. Et l'intégration Docker aussi était importante pour nous. Donc pour ça, on a naturellement choisi GitLab CI qui est super bien intégré avec GitLab. Je vais juste vous montrer pour ceux qui sont moins familiers, mais il n'y a rien de très nouveau là-dedans. La seule chose qui était intéressante, c'est que grâce à notre génération avec notre outil, customisé Spring Initializer, du coup,
mon fichier de build, il arrive, il est prêt et il est bon. Donc là, on ne regarde pas en détail, c'est pas vraiment l'intérêt, mais c'est que là, automatiquement, GitLab a vu qu'il devait être buildé parce qu'il y avait ce fichier. On va pouvoir regarder sur la CI nos pipelines. On voit que là, mon commit initial, automatiquement, dès que je l'ai poussé, il a été buildé. J'ai rien eu à configurer dans GitLab, dans Jenkins ou dans aucun autre outil. Le build s'est fait. On peut regarder le détail du build, c'est quelque chose de très classique. Il a fini par me publier une image Docker. Et il y a une gestion de pipeline assez intéressante sur GitLab qui va permettre, ensuite, là, il est automatiquement passé en dev, toutes les versions master. Et puis après, je pourrais avoir le déclenchement, si je veux, manuellement, en valide ou en pré-prod. Donc là-dessus, il n'y a rien de particulier. L'idée juste derrière, c'est qu'il faut faire en sorte qu'on n'ait pas de manipulation supplémentaire à faire dès qu'on crée un microservice. Si on doit créer 4 jobs manuellement Jenkins, on ne s'en sort pas. L'idée, c'est vraiment de s'outiller derrière. Donc on peut le faire avec les pipelines Jenkins. Il y a des moyens, grâce au job DSL notamment, de automatiquement créer des jobs par rapport à des repos sur GitHub ou sur GitLab. On peut utiliser TeamCity, Bamboo, n'importe quel autre. Il y en a pas mal aussi en SaaS qui sont bien intégrés, notamment si on est sur GitHub, type Trevis ou Concourse. On a notre microservice qui a été créé, il respecte les conventions, il se build, l'image Docker a été poussée sur, on va dire, une registry, c'est là en local sur ma machine. L'étape d'après, c'est maintenant, je vais le déployer, cette première version pour que les PO puissent commencer à tester. Sur une grosse majorité de nos projets microservices chez Equino, on utilise du coup le cloud d'Amazon pour les déployer. Et du coup, on s'est retrouvé confronté à un besoin, c'est de pouvoir déployer facilement sur plusieurs types de destinations, notamment on a des containers Docker, donc ça typiquement on les déploie sur l'orchestrateur d'Amazon qui s'appelle ECS. On a aussi pour par exemple des besoins de redimensionnement d'images, de choses comme ça, on utilise Amazon Lambda pour y déposer des fonctions Node.js généralement. Du coup on a besoin de déployer ça aussi. On a aussi des batchs qu'on a besoin de déployer. Du coup ça a donné une multitude de façons de déployer. Donc, typiquement, c'était plein de scripts qui étaient dans notre CI et qui faisaient telle action pour un conteneur, telle action pour une lambda. On se retrouvait avec beaucoup d'environnements et on n'arrivait plus non plus à avoir facilement un suivi et une visualisation, quelle version et sur quel environnement. Il y a 30 ou 40 microservices, il y a 4 ou 5 environnements. Est-ce qu'il y a quelque chose à déployer en prod? On ne savait plus trop où on en était. Donc on avait besoin d'un dashboard qui nous donne tout ça. Une fois qu'on a eu le dashboard, on s'est dit, mince, déployer, c'est juste appuyer, ça serait juste appuyer sur le bouton. On voit qu'il y a quelque chose de déployé. Donc c'est l'étape d'après. On a sorti toute la partie déploiement de la CI et on l'a intégré dans cet outil. Qui permet maintenant de faire du déploiement sur toutes ces destinations-là et sur d'autres. Et qui permet aussi de donner ça à des profils qui ne sont pas techniques, parce que c'est une interface, on va le voir juste un peu après, qui est assez claire, qui est simple, qui permet de faire que ça. Donc on peut le donner assez facilement maintenant à des profils non techniques. Et l'autre intérêt qu'on a eu, c'est qu'on s'est rendu indépendant de GitLab, Jenkins, etc. Cet outil, il est autonome. On va le voir, il y a une page web pour visualiser. On a aussi une ligne de commande. Donc sur n'importe quelle machine, même si Jenkins est tombé ou GitLab ou peu importe, on est capable de lancer un déploiement directement depuis sa machine. Donc pour ça, on a développé un outil en Spring Boot qui va nous permettre de gérer tous nos déploiements.
normalement, il n'a pas tout à fait cette tête quand on a plus de place. Je vais essayer juste... si je dézoome... Ouais. Voilà. Normalement, ça ressemble un peu plus à ça. Donc là, on va retrouver tous nos microservices, nos fonctions lambda, nos batchs. Tout ça, c'est dans la même interface, même si ça se déploie totalement différemment. On va avoir ici nos différents couloirs et au milieu, les différentes versions qui sont déployées sur les différentes plateformes. Donc là, on voit qu'il y a tous nos subshops en dev, qu'il y a un certain nombre de releases qui sont déployés déjà en valide en prod. On voit grâce à des petits indicateurs qu'en prod, par exemple, le service des acteurs, il y a une version à déployer. Si on déplie, on va pouvoir voir que c'est la 1.0.1. Que sur la gateway, on a deux versions qui n'ont pas été déployées en prod. On va pouvoir après faire des filtres, changer de couloir. On a généralement plusieurs couloirs de livraison. Donc là, par exemple, on voit que sur le couloir 2, il n'y a pas de valide ou de qualif, il n'y a que DAVprod, par exemple. Donc ça, c'est déjà hyper pratique pour savoir où on en est. Ça nous permet aussi de lancer directement les actions. Si je veux déployer la version 1.0.1 sur la prod, j'appuie ici, je valide, et le déploiement va se réaliser. Ça nous simplifie là aussi la vie quand on veut faire du rollback. Là, par défaut, il nous propose que les versions plus récentes à déployer. Mais si je voulais faire du rollback, je peux aussi dire la 1.0.0, je voudrais la remettre en valide, par exemple, pour pouvoir faire tester une régression, par exemple, ou faire autre chose. Et ça nous simplifie aussi la vie quand on monte des nouveaux couloirs. On monte la prod 4, il n'y a rien dessus. En cliquant sur le couloir, on va pouvoir avoir un déploiement complet. Alors soit, s'il est vide, toutes les cases automatiquement là seront cochées et ça va me permettre de déployer le couloir complet. Sinon, là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va me cocher tous les microservices qui ont des choses à déployer. Donc ça, c'est aussi pratique des fois, par exemple, en valide pour aller livrer les dernières versions. Des alternatives depuis, il y en a quand même. Elles ne couvrent pas forcément tout le périmètre qu'on a besoin, donc c'est pour ça que pour l'instant on n'a pas migré. En termes d'outils de livraison, Spinnaker fait par Netflix est vraiment très bien, ça va permettre d'avoir des pipelines et une vue assez intéressante aussi de tous ces microservices et dans l'état auquel ils sont déployés. Et après, il y a quelques projets qui sont plus classiques, du type GoCD, les pipelines Jenkins, ou même directement dans GitLab. Hein. C'est quelque chose qu'on peut faire. Ils font tous une partie du job. On a eu du mal à trouver un qui nous permettait, d'avoir une vision transverse globale, et en plus de faire les déploiements. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers la création de l'outil. Notre microservice, il est déployé maintenant. Du coup, on va vouloir voir comment il vit. Est-ce qu'il est en vie? Est-ce qu'au niveau de ses métriques, il est bien, etc. Et suivre toute la vie de la JVM de ce microservice. Donc là, ce qu'on avait besoin, c'est faire ce qu'on faisait d'habitude, un peu à la main. C'est-à-dire qu'on allait sur les machines, on faisait soit des JStack, on faisait des appels au endpoint actuator un peu à la main avec des curls en allant directement sur les machines pour voir où ça en était. On utilisait des tunnels JMX pour manipuler les niveaux de log, pour activer du debug en valide par exemple sur certains. C'était vraiment fastidieux et c'est pareil. Sur une plateforme microservice où il y a, je sais pas, 20, 30, 40 microservices, chacun à 3, 4, 5 instances, c'était plus possible. Du coup, on a utilisé un outil qui s'appelle Spring Boot Admin. On va voir à quoi ça ressemble. Cet outil, c'est une vue graphique consolidée de tous les endpoints que fournit Spring Boot Actuator. Donc Spring Boot Actuator, ça fournit plein d'infos. Grâce à cet outil, on va pouvoir facilement les visualiser et même les manipuler. Donc là, on retrouve bien tous mes services qui sont démarrés. On va pouvoir en prendre
1 par exemple, et là on va retrouver tout ce que Spring Boot Actuator nous fournit. Du statut, on voit la mémoire, toute la partie heap, le GC, on va pouvoir avoir toute la partie sur les métriques. On va pouvoir aussi regarder les variables d'environnement, potentiellement changer des variables de properties, changer des niveaux de log. On peut faire vraiment plein de choses, voir la liste des threads en cours, faire des dumps, regarder des traces sur les calls web. Sur les microservices, on utilise Strix, qui est une librairie Netflix qui fait du coupe-circuit. Donc, on peut aussi les monitorer grâce à Spring Boot Admin. Là, on voit qu'il y a un coupe-circuit qui est vert, tout se passe bien, il n'a pas eu de timeout de rencontrer. Il y a assez peu d'alternatives de ce que j'en ai vu. Auth.io permet de faire des dashboards, mais il faut vraiment les construire à la main. C'est un outil pour faire du dashboard par-dessus GMX, mais du coup, voilà, il faut scoltiner pas mal de conf à la main. Après, on peut utiliser soit Mission Control, mais c'est vraiment plus bas niveau, et Crash, qui est aussi un outil sympa qui permet de faire du remote shell sur nos applis Spring Boot. Donc, aller consulter les informations de métriques, etc. Mais c'est pareil, c'est assez bas niveau et c'est plus fastidieux à utiliser. Maintenant qu'on arrive à peu près à savoir notre microservice au niveau JVM, il est OK, tout va plutôt bien. Souvent, ce qu'on a besoin, c'est manipuler les data stores. Sur nos projets, on a typiquement souvent du PostgreSQL, du Elasticsearch, et on a souvent besoin sur les plateformes de dev, Calif, d'aller les manipuler, regarder est-ce que notre appli elle a bien créé dans la base qu'il faut, est-ce que dans mon index Elasticsearch il y a les bonnes données, pourquoi j'arrive pas à faire mes recherches. Donc pour ça, là j'en mets deux, il y a aussi plein d'autres cas possibles, c'est vraiment quelques petits exemples. Un exemple pour PostgreSQL, qui est pgadmin server, qui est une console web, qui va nous permettre de visualiser nos serveurs Postgre et de faire des requêtes dessus. L'intérêt de pgadmin server, c'est que du coup, on peut mettre tous nos serveurs dans une seule interface et il y a un système de login, donc chacun a son propre login pour accéder à un subset de serveurs. Et pour Elasticsearch, pour manipuler les informations, on utilise Kibana. En fait, Kibana, ça va permettre de faire des dashboards de base, mais en fait, on peut aussi l'utiliser assez simplement pour aller visualiser les données qu'il y a dans son cluster Elasticsearch. Donc, on va juste regarder très rapidement qu'est-ce qu'on peut faire avec. Là, c'est des outils tout à fait open source du classique, donc je ne vais pas passer trop de temps dessus, mais du coup, ça nous permet là de voir nos différents serveurs. Chaque microservice a son serveur Postgre, de voir les différentes bases, donc par exemple celle de Actor. On a toutes nos tables. Là, j'en ai qu'une, celle dans laquelle il y a les acteurs. Et après, on va pouvoir faire toutes les opérations qu'on fait d'habitude. Quand on est connecté à une base de données, regarder ce qu'il y a dedans, faire des changements, exécuter des requêtes, faire des backups. Voilà, on peut vraiment manipuler un petit peu tout. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, on aura accès, grâce à un seul outil, à un seul endroit, à tout notre parc de serveurs. Sur la partie Elasticsearch, on va regarder. Kibana, je pense que vous l'avez déjà tous vu pour regarder des logs, un petit peu à quoi ça ressemble et qu'est-ce qu'on peut faire en termes de dashboard. Là, je vais l'utiliser d'une manière un petit peu différente. Là, j'ai un index qui est une fausse base de données sur une société. Et donc là, j'ai préparé un tableau dans lequel on retrouve les différentes colonnes. Donc là, je peux déjà visualiser ce que j'ai dans mon index et je peux faire des recherches super avancées pour vérifier que mes données sont bonnes. Je peux aller filtrer par exemple que sur les femmes et puis après je peux aller plus loin. Je peux demander, là j'ai fait quelques exemples, toutes celles qui ont entre 42 et 50 et qui gagnent plus que 90 000 $. Donc on peut vraiment très facilement aller investiguer est-ce que mon index il est bon grâce à Kibana. Ça c'est quelque chose qui est très pratique aussi. Il y a
plein d'alternatives. Là, l'idée, c'est exactement pareil. Ce n'est pas ceux que je vous montre qui sont forcément les plus adaptés à votre pratique. L'idée, c'est qu'il faut quelque chose. Aller à la main faire des curls sur 10 clusters Elasticsearch ou faire des tunnels sur 15 PostgreSQL, c'est vraiment pas gérable et ça perd beaucoup trop de temps. Donc, il y a plein d'outils. N'hésitez pas à regarder lequel vous correspond. La gestion des logs, on va passer assez rapidement. C'était des besoins classiques, donc on ne va pas perdre trop de temps dessus. L'idée, c'est d'avoir de la même façon un seul endroit où je vais voir les logs de toutes mes applis pour que je puisse rechercher et débugger très rapidement mes applications. Donc, classiquement, il y a des stacks Elasticsearch, Logstash, Kibana qui fonctionnent bien. Là, ce qu'on a généralement sur Amazon, c'est des stacks très proches de ça, sans Logstash. Grosso modo, on utilise un driver pour Docker qui est intégré dans Docker, qui permet d'envoyer automatiquement les logs dans AWS CloudWatch, qui est le stockage de logs chez Amazon. Et on met une petite lambda qui transfère tout ce qui est dans CloudWatch dans Elasticsearch. Et grâce à ça, on se retrouve avec un dashboard de log Kibana classique de toutes nos instances Docker. Donc là, on va pas le regarder. Là, j'ai juste un petit exemple. Je pense que vous avez tous vu à peu près à quoi ça ressemble sur ce point-là. Des alternatives, il y en a aussi pas mal. Hein. Soit la stack classique avec du Logstash, soit Greylog, qui est un outil qui fait que de la log. Par contre, il nécessite un Elasticsearch non managé par Amazon. Donc, si on est sur d'autres infras, ou si on installe soi-même son Elasticsearch sur Amazon, Greylog donne des vrais bons résultats en termes d'interface graphique et d'IHM, c'est intéressant. Et après, des solutions SaaS pour la gestion des logs, il y en a vraiment beaucoup. L'idée, c'est il en faut un. Sur la gestion des métriques, maintenant, notre application en prod, on a pu regarder les données, on a pu regarder les logs. On a besoin de la suivre et voir est-ce qu'elle ne consomme pas trop de CPU, d'espace disque, etc. Toute la palette qui est sur la partie metrics. Là, c'est pareil, c'est quelque chose qui est très bien documenté, qui est très fourni sur Internet. Je rappelle juste, nous, ce qu'on avait besoin, c'est pareil, de la même façon, centraliser, pouvoir diagnostiquer très rapidement les problèmes. Voir des courbes de tendance aussi, ça c'est assez intéressant. On voit dans la console Java Spring Boot Admin, on a les valeurs instantanées. C'est quoi ma console JVM? Je la vois, ok. Mais par contre, quelle est la tendance si depuis 3 mois, en fait, mon espace disque, il n'arrête pas d'augmenter? Ça, je le verrai que dans des outils de ce type-là. Donc pour ça, pareil, on va passer assez rapidement. C'est des outils du marché. On utilise en fonction des cas soit CloudWatch, qui est aussi un stockage sur Amazon pour les métriques et qui donne des dashboards. Et on utilise Spring Cloud AWS pour automatiquement, on va dire, transférer tous les métriques qu'on a vus dans Actuator, dans /metrics, il va les pousser automatiquement dans CloudWatch. Et on fait des dashboards dessus. Dans d'autres projets, on peut utiliser d'autres APM de type New Relic qui donnent vraiment beaucoup plus de finesse et de détails. Voilà, c'est des outils SaaS payants qui sont intéressants. Il y a plein d'autres outils, des open source, en SaaS. C'est exactement pareil. L'idée, c'est de trouver celui qui vous correspond et il faut en mettre un. C'est une des parties fondamentales sur les microservices, c'est savoir ce qui se passe. On va juste finir très rapidement sur le dernier point qui est très important aussi. On sait ce qui se passe, on sait si les microservices vont bien. Maintenant, on a du mal à voir comment ils communiquent entre eux et est-ce que l'interaction entre eux elle est bonne. Donc ça, on a besoin de ce qu'on appelle du tracing distribué. Donc ce que ça va nous permettre, c'est identifier les problèmes de latence. Une fois que sur ma page qu'on a vu tout à l'heure de mon exemple, ok, la page d'accueil est lente, mais elle fait appel à 4, 5, 10 microservices, lequel est lent dans tout ça? J'en ai strictement aucune idée. Et j'ai aussi potentiellement un peu de mal à cartographier quelles sont les interactions, quand on commence à en avoir beaucoup, entre les microservices. Et on a besoin de les cartographier. Donc pour ça, on est plus en train d'évaluer, là, pour le coup, cet outillage. C'est un outil qui s'appelle Jaeger, qui est fait par Uber, qui est un fork d'un autre outil très connu qui s'appelle Zipkin. Et qu'on va remplir
depuis nos applications Spring Boot, grâce à un projet qui s'appelle Spring Cloud Sleuth, qui permet de publier les traces directement dans Jaeger. Donc ça, j'ai un petit exemple, c'est assez intéressant à regarder. Donc là, je vais juste afficher quelques fois mes pages pour qu'on ait des traces qui soient publiées dans Jaeger. On va l'ouvrir. J'espère que graphiquement, ça va donner quelque chose. On va aussi dézoomer un peu peut-être. OK. Donc là, je vais pouvoir rechercher des traces suivant les différents services. Donc là, je vais chercher des traces qui ont impliqué le service des séries. Donc j'ai plein de possibilités pour rechercher ces traces. On ne les verra pas aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de temps, mais l'idée c'est que là, je vais voir les différents appels. On voit bien que sûrement ma page d'accueil, c'était celle-là, la liste des séries. Et puis une des pages enfants que j'ai été chercher, c'était sûrement celle-là. Donc on va voir que celle-là, elle a mis 100 millisecondes à s'afficher. Si je clique, j'ai le détail. Donc je sais que sur ces 100 millisecondes, qu'est-ce qui s'est passé? Donc j'ai d'abord été dans mon service des séries, qu'il a fait 2 queries dans H2. Donc je vois aussi le temps de mes queries ou le temps de mes recherches sur Elasticsearch. Ça, c'est des choses qu'on peut faire. On voit ensuite qu'il a été faire des appels à mon microservice des acteurs pour avoir le détail. Donc il a fait un appel pour John Brennan, un pour chaque. Et là, ce qu'on voit, c'est que du coup, mince, il les enchaîne, ces appels. Et sûrement que là, si je les avais parallélisés, ces appels, du détail des différents acteurs, en fait, sûrement que mon temps de réponse, il aurait plutôt été autour de 30 millisecondes que de 100. Donc ça, c'est vraiment typiquement la façon qui nous aide à trouver, à détecter les problèmes de latence. Un autre point pratique sur Jaeger, c'est que ça va nous générer une cartographie de nos différents microservices avec les interactions entre chaque. Donc, par exemple, là, on voit que ma gateway, c'est toujours le point d'entrée qu'elle appelle souvent, 13 fois, là, dans mes exemples, le service des séries télé, et que le service des séries, il appelle souvent le service des acteurs, 57 fois, etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant pour se cartographier, et quand l'écosystème microservice devient grand, c'est vraiment pratique. Il y a pas mal d'alternatives aussi. Zipkin, c'était le précurseur, c'est l'outil sur lequel ils se sont basés. Sur Amazon, il y a une solution aussi SaaS qui le fait, qui est X-Ray, qui est intégré dans tous leurs produits. Donc on va même pouvoir retrouver des interactions entre notre appli, une file SQS qui est consommée par une autre appli. On a le flux complet. Donc ça, c'est hyper pratique. Et tous les APM, ou en tout cas une grande majorité, ont ça maintenant intégré. Donc, avoir une solution d'APM, ça peut aussi être intéressant parce que du coup, on va avoir dans le même outil toutes ces infos-là centralisées. Pour conclure, ce que je voulais juste rappeler dans cette présentation, c'est que sans outillage, le projet microservice, soit c'est un tout petit projet, soit sinon ça va vraiment être l'enfer et on va passer 20%, 30% de notre temps à s'occuper des tâches qui ne sont pas du dev. Que c'est un coût qui est non négligeable, qu'on a du mal à l'estimer au début du projet, mais en fait quand on a besoin de tous ces outils-là, ça prend soit beaucoup de temps, soit du budget. Alors ça peut être soit l'un, soit l'autre, soit un peu des deux. Si on prend que des solutions ça va plutôt être du budget et puis il n'y a pas trop de temps à y passer. Inversement, si on veut faire un peu plus ce que nous on a réalisé avec des outils un peu maison qui correspondent à nos besoins, là c'est plutôt du temps. Mais du coup c'est pas gratuit et il faudra surtout y penser avant le démarrage du projet parce que si on arrive aux 3/4 ou à la fin du projet sans avoir fait ça, on a perdu beaucoup de temps. Et 2, au niveau maintenance, on aura beaucoup de mal à s'occuper correctement de notre projet. Voilà, c'était tout. Merci.